que cette planète, et les discours rassurants, en fait, alors bien sûr on dit il faut des discours rassurants, ça, sinon les gens vont être paniqués ou les gens vont être découragés. Eh bien, on va essayer d'avoir un peu un autre discours. Alors qu'est-ce qui nous attend, bien sûr, à échéance assez brève? Eh bien, bien sûr, la montée des océans, leur acidification, vous en avez entendu parler, les baisses de rendement agricole, les problèmes d'irrégularité des précipitations, alternance de sécheresse et d'inondations, d'événements extrêmes, de perte de biodiversité. En 2010, l'ONU parlait de 150 à 200 réfugiés climatiques en 2100. Maintenant, 8 ans plus tard, ce chiffre de 200 réfugiés climatiques, c'est en 2050. Et potentiellement, l'ONU envisage des milliards de réchauffement climatique en 2100. Il faut se dire effectivement que jusqu'à plus de degrés, il y a au moins 200 millions de réfugiés climatiques, on n'y échappera pas. Au-delà de 2 degrés, c'est nous, vous, qui devenez les réfugiés climatiques. Donc, il y va aussi de notre... On peut dire, on ne peut rien faire, on n'a rien à faire, mais il faut savoir aussi que c'est notre propre survie qui est en cause. Alors, je vais passer rapidement plusieurs diapositives pour vous montrer que ce n'est pas forcément l'exagération. Vous voyez la Banque mondiale, horizon 2050. Alors, souvent, on dit, voilà, regardez, l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique du Sud vont être très touchés, mais on peut constater qu'il y a aussi des baisses de rendement un peu partout dans le monde, et même dans les zones qui sont censées en profiter, comme le Canada ou l'Asie, enfin la Sibérie par exemple, eh bien, il y a de forts doutes. Par exemple, en 2011, il y a eu des incendies en Russie qui ont fait baisser les rendements de 30 à 40%. Il n'y a pas du tout de garantie qu'il y ait des gagnants. Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura que des perdants au réchauffement climatique, en tout cas, et qu'on perdra de plus en plus si on ne lutte pas. Aussi, alors un autre discours contre lequel je me bats régulièrement, ce seront surtout les pays du Sud qui en subiront les conséquences. Alors bien sûr, les populations des pays du Sud vont subir des conséquences, et on le voit bien notamment sur cette carte. Alors là, c'est les événements extrêmes qui ont eu lieu entre la fin, donc les années 1998 et 2017, et on peut voir bien sûr que notamment en Asie du Sud-Est, ou en Inde, ou à Madagascar, ou dans les Caraïbes, il y a eu beaucoup d'événements, mais la France a fait partie des pays qui ont été les plus impactés, et des pays comme les États-Unis ont également été fortement impactés. Donc, ou l'Australie, donc on est un peu tous dans le même bateau, si on veut, ou dans le même vaisseau spatial, et les événements, les incendies d'Australie d'il y a quelques mois montrent bien qu'ils sont particulièrement vulnérables aussi. J'avais parlé de la canicule de 2003. Alors bien sûr, ça frappera surtout ceux qui l'ont vécu, mais elle a été très difficile, notamment à Toulouse. Au niveau de l'Europe, il y a quand même eu 70, on parle plutôt de surmortalité, parce qu'on finit tous par mourir, mais il y a quand même eu 70 000 morts à cause de cette canicule en Europe, dont 15 000 en France. Alors, bien sûr, on peut dire, on va s'y préparer mieux. D'ailleurs, les dernières canicules, on les a un peu mieux gérées. Elles n'ont pas forcément été, pour l'instant, aucune aussi grave que celle de 2003. Mais les modèles montrent que la canicule de 2003 devrait devenir à peu près la moyenne, un été sur 2, à partir de 2050. Et même avec des canicules plus graves que celle de 2003, un été sur 2, à partir de 2050. Donc là, ça fait prendre la mesure des problèmes. Là, c'est d'autres modélisations. Alors là, c'est officiel, ministère de la Transition écologique, 6 Français sur 10 menacés par le réchauffement climatique. Les zones à risque, vous voyez qu'entre les zones à inondation, les zones à mouvement de terrain, notamment, ça c'est les sols argileux, les risques de feux de forêt et autres, finalement, quasiment tout le territoire français est devenu une zone à risque, alors que pendant quand même pas mal d'années, on nous tenait des discours, ça sera surtout les habitants des pays du Sud. Maintenant, du bout des lèvres encore, mais nos dirigeants reconnaissent qu'on est potentiellement tous exposés. Alors,
pour prendre aussi la mesure, j'aime beaucoup, hein, c'est un travail qui a été fait par des chercheurs de l'INRA à Nancy, qui montre l'évolution des agroclimats entre 2000, donc à peu près maintenant, 2050 et 2100. Et on voit dans la carte de gauche, en France, un peu les climats qu'on connaît, donc en rouge, le climat méditerranéen, en orange, le climat aquitain, où on est également avec Toulouse, le climat atlantique qui va être sur une grande partie nord de la France, un climat continental, notamment avec la Bourgogne et l'est de la France, et puis un climat montagnard. Et vous voyez ce que, avec un réchauffement moyen, ce à quoi on peut s'attendre. Alors, 2050, c'est fait. 2050, on ne l'évitera pas. Et ça, il faut en prendre conscience, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, il a commencé, il va s'aggraver, et là, on en est vraiment à limiter les dégâts. Alors, c'est important d'en prendre conscience, parce que certains disent on ne peut plus le bloquer. Oui, on ne peut plus le bloquer, mais on peut éviter qu'il ne devienne mortel. Ou beaucoup plus dramatique. Donc là, 2050, c'est ce qu'on connaîtra. Ceux qui seront encore là dans 30 ans verront une évolution de ce type-là. Donc vous voyez, des changements qui vont être très difficiles à supporter, à la fois pour les populations, mais aussi, et peut-être ça sera encore pire, pour la biodiversité. C'est-à-dire que les plantes qui étaient habituées, par exemple, à un climat aquitain, les plantes ou les animaux, eh bien, elles vont se retrouver en climat méditerranéen. Est-ce qu'elles pourront le supporter? Pas toutes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, y compris en France, des perturbations. Donc 2050, c'est fait. On ne pourra pas. L'inertie du climat fait qu'on ne pourra pas l'éviter. Ce qu'on peut éviter, c'est se retrouver avec un climat méditerranéen du côté de Tours. Donc l'enjeu, il n'est pas d'éviter 2050, il est d'éviter 2100. Mais même pour ça, les efforts vont être considérables. C'est important quand même de le réaliser pour accepter que les transformations sont là, mais qu'elles peuvent devenir plus dramatiques. Une autre modélisation qui a été faite, là, cette fois-ci, par l'INSEE, pour montrer, vous voyez bien qu'on est dans des échéances très proches, c'est montrer les zones, donc là c'est sur l'Occitanie, les zones où il y a des très fortes chaleurs, donc notamment du côté du Gard, où il y a eu ces records de chaleur cet été. Eh bien, ces zones d'extrême chaleur, elles s'étendent jusqu'à Toulouse à l'horizon 2021-2050. Donc on est à échéance de l'année prochaine ou des 2-3 prochaines décennies à se retrouver avec des extrêmes climatiques, avec peut-être 40, 50, voire plus de 50 degrés à Toulouse certains étés. Donc ça, il faut s'y attendre, et aussi, donc, à la fois pour les organismes mais humains, et pour aussi les animaux et la végétation. Alors, parenthèse. Ces projections-là, je vais le montrer un peu plus sur la France, c'est partout pareil. C'est-à-dire que pour les sociétés du Nord comme du Sud, pour la biodiversité aussi, et il ne faut pas forcément croire que les sociétés du Nord vont s'en tirer mieux que d'autres. J'aurais presque tendance à penser, on pourra en discuter, que les sociétés du Nord, comme elles sont dépendantes techniquement, pourront parfois le subir plus. Et il faut aussi arrêter de penser, parce qu'il y en a qui me disent parfois, oui, mais t'es monomaniaque, tu penses qu'au réchauffement climatique. D'abord, j'ai travaillé sur d'autres sujets, je continue à travailler aussi sur d'autres sujets, mais il y en a qui disent, oui, mais la pauvreté, c'est plus urgent, ou l'érosion de la biodiversité, c'est plus urgent. Eh bien, la pauvreté, elle s'aggravera avec le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est potentiellement le facteur le plus aggravant de pauvreté. Pareil pour la biodiversité. La plus grande menace aujourd'hui de la biodiversité, à côté de la déforestation pure, bien sûr, c'est le réchauffement climatique. Donc, il faut arrêter d'opposer ça. Il ne faut pas opposer la lutte contre le réchauffement climatique à la lutte contre la pauvreté ou contre l'érosion de la biodiversité, parce que ce sont les mêmes combats. Et que si on perd le combat du réchauffement climatique, on perdra tous les autres combats. Autre petite parenthèse, et ça va être aussi quelque chose, on trouve toujours pire, le fait que le réchauffement ne va pas être linéaire. C'est-à-dire qu'on aurait un réchauffement assez tendanciel, on aurait déjà du mal à s'adapter, mais on va rentrer dans des périodes de transition qui sont caractérisées par des phénomènes chaotiques. C'est-à-dire qu'on aura des années où il y aura des grandes sécheresses, et d'autres années où, dans la même région, il y aura des grandes inondations. Pareil, au même endroit, il y aura des hivers très doux et puis des hivers polaires.
où brusquement, on parle de plus en plus de mini-tornades. On ne parlait pas beaucoup de tornades en France il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on dit, bah oui, il y a des tornades en France. Donc ça va être des choses à la fois difficiles à anticiper, et la non-linéarité des phénomènes climatiques va faire que ça sera difficile à supporter et à anticiper et à gérer, à la fois par les populations et par toutes les espèces animales et végétales. Alors, qu'est-ce que l'argument, un des arguments quand même, c'est que ça coûte cher. Donc, on peut regarder, et notamment un des travaux les plus intéressants, c'est le rapport Stern, qui est un ancien vice-président de la Banque mondiale, qui, en 2006, à la demande du gouvernement britannique, a fait une étude en disant, ben voilà, on peut chiffrer le coût de l'action pour arriver à réduire significativement le réchauffement climatique à l'horizon 2050. Il faudrait mettre 1 à 2% du PIB mondial. Et si on ne le fait pas, eh bien, le coût de l'inaction au niveau mondial sera entre 5 et 20% du PIB. Alors, vous allez dire, il y a des grosses incertitudes, mais bien sûr, on est obligé de travailler à la louche. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il a essayé de donner un peu la mesure, parce que 5 à 20% du PIB, pour les économistes, c'est parlant, pour les autres, un peu moins. Il a dit 5 à 20% du PIB, c'est à peu près les effets négatifs cumulés de la crise de 29 et des 2 guerres mondiales. Donc vous voyez, parfois on dit bah, c'est pas aussi grave que la Deuxième Guerre mondiale. Bah, si, c'est même plus grave, le réchauffement climatique est potentiellement plus grave que la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on essaye de chiffrer, par exemple, par rapport au budget de la France, eh bien, si on prend... Alors, la France reprend ces chiffres, hein, notamment dans beaucoup de plans d'adaptation au réchauffement climatique du gouvernement français. Depuis plusieurs années, ils reprennent ces chiffres de Nicolas Stern, donc c'est avalisé par le gouvernement français. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que l'on mette à peu près entre 25 et 50 milliards d'euros par an pour arriver à résoudre le problème. Vous voyez, par exemple, j'ai pris, quand on regarde le budget 2020, le budget de la justice, c'est 9 milliards. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre 4 à 8 fois plus que l'ensemble du budget de la justice, donc le travail des tribunaux, etc., pour le réchauffement climatique. Toute la recherche et toutes les universités, c'est 28 milliards. Donc au moins autant, voire 2 fois plus. Et donc, il faudrait que 5 à 10% du budget français soit consacré au réchauffement climatique si on voulait vraiment lutter. Pas le supprimer, on ne le supprimera pas, mais lutter efficacement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le coût de l'inaction. C'est-à-dire, si on ne fait rien, parce que c'est toujours la tentation, on dit bah, on n'y arrivera pas, donc on ne le fait pas. Le coût de l'inaction, lui, c'est 5 à 20%, c'est-à-dire un quart à 100% du budget national. C'est-à-dire que le coût à l'horizon 2050, dans 30 ans, la totalité du budget français pourrait être emporté à cause de catastrophes climatiques. Donc tout l'argent qui est mis dans la santé, dans l'éducation, dans la justice, etc., tout ça, il ne resterait plus un centime au gouvernement parce que tout serait emporté par le réchauffement climatique. Donc quand on dit bah, on ne peut rien faire, là on prend la mesure, bah, dans 30 ans, est-ce qu'on peut accepter que dans 30 ans, alors certains pourront dire que le budget va augmenter, mais le PIB aussi, donc globalement, à la louche, on travaille bien sûr, c'est des grands ordres de grandeur, mais ça veut dire que potentiellement, ça fait prendre la mesure de la gravité de la situation. Alors, justement, je me suis dit, mais finalement, combien on mettait? Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé un rapport du Sénat qui disait, finalement, la France, en 2018, met 22 milliards. Je me suis dit, c'est pas si mal, finalement. On avait, le rapport Stern disait qu'il faudrait mettre à peu près 25 à 50 milliards, et on met 22 milliards. Donc on est un petit peu dans une fourchette basse, mais finalement, la France ne fait pas aussi mauvais. Et puis j'ai épluché un peu plus ce rapport du Sénat, et il disait, voilà, dans le décompte, il y a l'EPR. Par exemple, 5 milliards de l'EPR qui ne fonctionnent toujours pas sont comptabilisés dans l'argent qui est mis pour lutter contre le réchauffement climatique. La recherche sur le nucléaire, plus généralement, je vais revenir sur le nucléaire très bientôt, 7%. Et à côté, il y a aussi des subventions, notamment toutes les subventions au kérosène, au diesel, aux niches fiscales, etc., pour 17 milliards. Donc quand on fait le bilan, effectivement, la France va mettre 22 milliards pour diverses actions qui ont trait au réchauffement climatique, mais si on enlève les 6,5 milliards du nucléaire et les 17 milliards de subventions, eh bien, on a un bilan négatif
de moins 1,5 milliard, c'est-à-dire que finalement, le gouvernement finance la non-action, voire le réchauffement climatique, au lieu de financer la lutte. Alors, ça pour dire, et alors, enfin une bonne nouvelle, vous en aurez quand même une ou deux dans la soirée, qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, et l'argent, par exemple, quand on regarde les dépenses militaires dans le monde, c'est à peu près 1 500 milliards de dollars par an, 2,4% du PIB mondial. Il y en a. Et quand on regarde les échanges sur les marchés des devises, par jour, ça fait 4 000 milliards de dollars qui sont échangés. S'il y avait cette fameuse taxe Tobin, notamment défendue par Attac depuis des années, si on taxait même ne serait-ce que de 0,1% ces transactions financières, eh bien, rien que sur les devises, on aurait déjà 1 400 milliards. Donc, de l'argent, on peut en trouver. Il faut une volonté politique internationale, mais de l'argent, on peut en trouver pour lutter efficacement pour donc réduire les effets du réchauffement climatique. On n'en sortira pas complètement. Cela dit, à la fois, il faut cette volonté politique, et ça, il faut que les citoyens l'exigent, et ça posera surtout, si c'est fait, la question qui gère l'argent et pourquoi faire. Donc là aussi, ça soulève des questions, mais au moins, ça veut dire qu'il y a une amorce de réponse. Si on confie cet argent dans de bonnes mains, ce n'est pas forcément l'argent qui sera la question la plus critique. Alors, le nucléaire. Quand même, parce que le nucléaire, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le réchauffement climatique qui se sont emparés du nucléaire, ou j'aurais presque tendance à dire l'inverse, c'est des gens qui voulaient défendre le nucléaire et qui se sont emparés du réchauffement climatique parce que c'était, surtout après Fukushima, une bonne opportunité. Alors, ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir ? Et la deuxième question, un peu intermédiaire, est-ce que ça peut être au moins, même si ce n'est pas une énergie d'avenir, une énergie de transition? Alors, à la première question, la réponse est non tout de suite, c'est facile, puisque le nucléaire, en 2020, c'est à peu près 2% de l'énergie finale mondiale, et à ce niveau de production, c'est, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc la référence qui est plutôt pro-nucléaire, il y a à peu près 70 à 100 ans de réserve d'uranium. Donc si on voulait que le nucléaire devienne une énergie d'avenir, par exemple, serve à remplacer le charbon qui fait à peu près 30% de la consommation mondiale actuelle d'énergie, eh bien, ça voudrait dire que ça diviserait par plus de 10 les réserves d'uranium, donc on aurait moins de 10 ans de réserves d'uranium et on pourrait fermer toutes les centrales du monde. Donc, ça montre bien que, au mieux, le nucléaire restera une énergie ponctuelle de l'ordre de 2 ou 3% de l'énergie mondiale. Elle ne peut pas faire plus, ou alors, si elle le fait plus, ça ne sera que pour quelques décennies. Et ça n'empêchera pas le nucléaire, quand même, de laisser des déchets toxiques et très dangereux pour des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Alors, on peut poser quand même la question de la France. Alors, la question de la France, c'est un peu particulier. Souvent, les pro-nucléaires vont jouer sur l'ambiguïté énergie-électricité en avançant le chiffre de 70%, mais le nucléaire, c'est peut-être 70% de l'électricité, ce n'est que 17% de notre énergie, parce qu'on consomme aussi du pétrole, du gaz et même du charbon. On a encore des centrales au charbon. Les pro-nucléaires critiquent beaucoup les Allemands, mais on a encore une partie de l'électricité qui est fabriquée à partir du charbon en France. Donc, même en France, ça n'est pas forcément une énergie indispensable. Et surtout, et pour moi, c'est peut-être le plus délicat, c'est de se dire donc qu'en 2050, vous l'avez vu, la situation en France va être difficile. Il ne faut pas se faire d'illusions, on va en baver. Et une des escroqueries des pro-nucléaires, et j'emploie volontairement le mot escroquerie parce que c'est pas enfin, pour certains c'est de la naïveté, mais pour d'autres c'est de la malhonnêteté, c'est de laisser croire que le nucléaire pourrait empêcher le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique jusqu'en 2050, compte tenu de l'inertie du climat, ce réchauffement ne pourra pas l'éviter. Et qu'est-ce qui va provoquer en 2050? Des canicules et des pics de chaleur, des sécheresses. Sécheresse, ça veut dire plus assez d'eau dans les rivières. Donc plus assez d'eau
plus de possibilité, ou de l'eau trop chaude, plus de possibilité de refroidir les réacteurs nucléaires, ou alors des inondations qui risquent d'endommager ou au moins de rendre inexploitables des installations, des mini-tornades qui, même si elles ne dégradent pas les centrales nucléaires, risquent de casser une partie du réseau. Donc, en 2050, même avec le nucléaire qu'on a, si on le garde, eh bien, on aura de l'intermittence. Les pro-nucléaires disent souvent l'éolien ou le solaire, c'est intermittent. Eh bien, l'intermittence du nucléaire, on va l'avoir quand, en plein été, il y aura l'eau, il n'y aura plus d'eau dans les rivières, où elle sera trop chaude et on ne pourra plus refroidir les centrales. Au moment où, au contraire, on aura besoin de climatisation parce qu'on sera en période de canicule, eh bien, on ne pourra plus utiliser les centrales nucléaires. Et puis, donc, des risques de discontinuité des réseaux s'ils sont centralisés. Donc, ça veut dire qu'il faut plutôt aller vers des réseaux localisés, donc pas forcément des grands réseaux nationaux avec des centrales nucléaires. Et des menaces donc, sur les installations et centrales elles-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'en 1999, quand il y a eu une grande tempête, la centrale du Blayais a failli être inondée et le préfet a été à 2 doigts d'évacuer Bordeaux. Donc, et si le préfet n'a pas évacué Bordeaux, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de danger, c'est parce qu'il a eu des instructions qu'il ne fallait pas le faire. Parce que si en 1999, le préfet avait évacué Bordeaux, ben ça voulait dire qu'il n'y aurait plus forcément, après ça, beaucoup de Français à vouloir continuer à croire dans le nucléaire. Donc, la même chose peut arriver à Golfech, qui est à moins de 100 km de Toulouse, pour diverses raisons. Et surtout, peut-être plus structurellement, le réchauffement climatique, comme je l'ai dit, on va en subir les conséquences, des inondations, des sécheresses, on va essayer de les gérer, et je fais confiance notamment aux jeunes pour essayer de le gérer au mieux, même s'ils en bavent. Mais dans ces cas-là, dans ces situations où ça sera difficile à gérer dans 30 ou 40 ans, la dernière chose dont les jeunes vont avoir besoin, c'est de centrales nucléaires à s'occuper. Parce que s'il y a des centrales nucléaires qui ne servent plus à rien parce qu'elles s'arrêtent, parce qu'il n'y a plus d'eau, voire qui explosent parce que les infrastructures sont cassées, ou que les centrales ou les sites de stockage des déchets sont inondés par des inondations diluviennes comme celles qu'on a pu avoir dans le sud-est, ben, je n'envie pas ceux qui seront dans les régions concernées. Donc la dernière chose, vraiment, et c'est pour ça qu'on peut se poser éventuellement la question, qu'est-ce qu'on fait des centrales qui existent ? Est-ce qu'on les démantèle tout de suite ou pas? Mais construire des nouvelles centrales, c'est une aberration et j'aurais tendance à dire que c'est un crime contre l'humanité. Alors, juste brièvement, alors la fusion, tout le monde dit bah, la fusion, pourquoi pas, oui. L'ennui, c'est qu'il y a des gros budgets qui sont mis, qui ne sont pas mis actuellement sur des énergies renouvelables. Et surtout, on a vu les échéances. Les énergies, il faut arriver à 0 carbone fossile en 2050. Donc on a 30 ans pour trouver des solutions énergétiques. Même les chercheurs les plus sérieux qui travaillent sur la fusion nucléaire disent au mieux on aura des résultats expérimentaux à la fin du XXIe siècle, c'est-à-dire déjà trop tard, et des résultats avec des applications industrielles éventuellement au XXIIe siècle, et c'est même pas sûr parce que la fusion on n'y arrivera peut-être pas comme on n'a pas réussi à faire Superphénix. Donc, dire la fusion, bah, c'est un pari non seulement qui est très coûteux, mais qui n'est pas du tout dans le calendrier ou les échéances qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a des groupes qui travaillent quand même, et notamment, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Negawatt, qui a montré qu'on pouvait... Alors, Negawatt, c'est un groupe d'ingénieurs qui essayent de voir qu'on pourrait à la fois sortir du nucléaire et essayer de sortir des fossiles. Et donc, ils avaient fait une modélisation, alors bien sûr, ça c'est une modélisation qui datait du début des années 2000, il faudrait le redécaler un peu, mais en montrant qu'on pouvait sortir, vous voyez, en l'espace de moins de 40 ans du nucléaire, en réduisant très fortement le charbon, le pétrole et le gaz, mais au prix de quoi? D'un essor des renouvelables, bien sûr, et puis aussi d'une meilleure efficacité à la fois dans la production, dans la consommation, sortir un peu de tous les appareils en veille. Il faut savoir, par exemple, les appareils en veille en France, c'est à peu près 10% de la consommation d'électricité. C'est-à-dire qu'il y a 5 centrales nucléaires qui produisent en France pour les appareils en veille d'hiver.
Et puis, il y a la sobriété, parce que de la sobriété, il en faudra. On verra que ce n'est pas forcément un gros mot, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il faudra forcément aller vers, si on veut échapper au pire, en tout cas, aller vers, vers plus de sobriété, et ce qui ne nous rendra pas forcément plus malheureux. Alors, une parenthèse, c'est la dernière, je pense, là aussi l'inertie du climat. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne mesurent pas. On a l'habitude, parce que historiquement, on a fait la guerre entre hommes. Et une des particularités des guerres entre hommes, c'est que quand on veut finir la guerre, on signe un traité de paix. Et le traité de paix, il met tout de suite fin aux hostilités, en principe. Bon, sauf quand il y a des prolongations, mais en principe, s'il y a la bonne volonté de part et d'autre, ça peut s'arrêter immédiatement. Dans le cas du réchauffement climatique, il y a le phénomène d'inertie. Le CO2 qui est émis dans l'atmosphère aujourd'hui, il y est pour 100 ans. Et la chaleur qui a pénétré dans les océans, elle y est pour des siècles. Donc, plus on tarde aussi à avoir ces effets, parce que les effets ne seront pas immédiats, ce n'est pas en claquant des doigts, même si on arrivait aujourd'hui à parvenir à zéro carbone fossile, eh bien on continuerait à avoir cet effet d'inertie. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille en parallèle, et ça va être difficile, à la fois à de l'atténuation, c'est-à-dire qu'il faut continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en s'adaptant, c'est-à-dire qu'il va falloir aménager notre pays, nos terroirs et même tous les pays de la planète, en conséquence, en s'attendant à avoir des bouleversements qui vont être graves. Or, nos gouvernements sont pour l'instant largement dans le déni de cette gravité et à la fois ne réduisent pas beaucoup les émissions et ne nous préparent surtout pas à ce qu'on risque de devoir combattre. Alors, ça, c'était l'horizon jusqu'en 2050. Maintenant, on va prendre un horizon un petit peu plus lointain, mais pas tant que ça. J'espère que beaucoup d'entre vous seront encore là dans cette tranche. Qu'est-ce qui se passera en 2050 et 2100 si on ne fait rien? Alors, on dit, parfois certains disent le GIEC est exagéré, ou on a vu certaines publications récentes qui montraient qu'il y avait d'autres modèles qui prévoyaient des réchauffements plus graves que le GIEC. Ça fait très très longtemps, hein. Moi, vous voyez, j'avais repris, c'était de mon précédent livre, des publications de David Steinforth en 2005 qui montraient déjà, donc vous aviez les triangles, c'était les modèles du GIEC. Là, vous avez le triangle, le petit triangle clair, c'était si on était vertueux, et puis l'espèce de plus grand triangle en dégradé orangé, c'était si on ne faisait pas d'efforts. Et le rectangle correspondait à d'autres modèles. Alors, c'était d'autres modèles qui avaient été écartés des rapports du GIEC, justement à cause des climato-sceptiques qui avaient bloqué les scénarios les plus pessimistes. Donc, ça ne veut pas dire que les chercheurs du GIEC étaient inconscients ou n'avaient pas conscience de ces scénarios négatifs, mais ils n'avaient pas eu la possibilité, ou ils avaient fait une sorte d'autocensure, donc une plus grande gravité est connue. Alors, était connue déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Alors, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va? Vous avez sans doute tous vu ces graphiques où là on a les concentrations de CO2 avec sur les 4 dernières ères glaciaires, donc sur à peu près 400 000 ans. On a dépassé déjà depuis les années 2010, ici, le niveau le plus élevé du cycle glaciaire des 2 derniers millions d'années. C'est-à-dire qu'on est à un niveau aujourd'hui de concentration de dioxyde de carbone sans équivalent depuis 3 millions d'années. Donc on est déjà dans une zone critique. Cette zone un peu jaune-orange, c'est la zone critique. Au-delà, c'est encore plus critique. Et on arrive à divers scénarios. Donc là, c'est une étude qui a été publiée en 2018, qui est un scénario de planète étuve.
C'est-à-dire un peu qui peut permettre, oui, dans un sens négatif, d'amener la Terre à rentrer dans un scénario où elle pourrait se rapprocher de la planète Vénus, enfin, en termes de type de climat, c'est-à-dire arriver à des horizons où la vie deviendrait quasi impossible. Et là, on en est, donc quand on prend ce schéma-là, vous avez les cycles glaciaires et interglaciaires, ce sont les cycles bleus. Là, on en est déjà sorti. On est déjà sorti de ce cycle, on est dans la petite boucle rouge des plus de degrés. Et cette petite boucle rouge, c'est déjà une période chaude, plus chaude qu'il y a 3 millions d'années, mais on peut espérer la stabiliser si on arrive à ne pas dépasser les plus de degrés. Si on ne le fait pas, là on part vers des scénarios